Il y a quelques semaines, un homme m'a envoyé un message qui m'a forcé à poser mon téléphone et à marcher pendant 1 heure sans savoir où j'allais. Parce que ce que je venais de lire me retournait l'estomac d'une manière que je n'avais pas anticipée. C'est pas l'histoire d'un touriste naïf qui s'est fait piéger dans un bar par une inconnue en mini-jupe. Non. C'est l'histoire d'un homme intelligent, cultivé, qui avait bâti une entreprise de ses propres mains, qui avait traversé un burn-out, qui cherchait simplement à recommencer quelque part où la vie serait plus douce et qui a rencontré une femme dans un café, pas dans un bar, dans un café. Elle lisait un livre, elle portait des lunettes, elle parlait un peu français. Et c'est exactement pour ça que cette histoire est plus dangereuse que toutes celles que j'ai racontées jusqu'ici. Parce que quand le piège ne ressemble pas à un piège, quand il ressemble à une rencontre normale entre deux adultes, dans un endroit respectable, les défenses tombent. Et quand les défenses tombent, un homme peut perdre 36 000 euros, son appartement, sa dignité et le sommeil sans même comprendre à quel moment exact il a cessé de voir la réalité. Ce message vient d'un homme qui s'appelle Philippe. Et ce qu'il m'a raconté, je vais vous le transmettre maintenant. Mais je vous préviens, si vous pensez que vous êtes trop malin pour que ça vous arrive, c'est probablement que vous êtes exactement le genre de personne à qui ça arrive. Si les histoires que je raconte ici vous parlent, si elles vous font réfléchir, ou si elles vous aident à voir certaines choses différemment, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce projet et me permet de continuer à consacrer du temps à ces vidéos malgré mon travail à plein temps. Merci d'être là. Je m'appelle Philippe Darcourt. J'ai 58 ans aujourd'hui et je vis à Montpellier, dans le sud de la France. Mais il y a quelques années, j'étais un homme complètement différent, ou du moins je croyais l'être. Pour comprendre comment j'ai pu tomber aussi bas, il faut d'abord comprendre où j'en étais dans ma tête quand tout a commencé. Pendant plus de 20 ans, j'avais dirigé ma propre entreprise de climatisation à Montpellier. Une petite boîte, rien de spectaculaire, mais c'était la mienne. J'avais des employés, des clients réguliers, un chiffre d'affaires correct. J'étais pas riche, mais j'étais quelqu'un. Quand je me présentais, je disais je suis chef d'entreprise et ça voulait dire quelque chose. Ça me donnait une identité, une colonne vertébrale, et puis le burn-out est arrivé, pas d'un coup, pas comme un accident. Plutôt comme une marée qui monte sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce qu'on ait de l'eau aux genoux. Les insomnies d'abord. Puis l'irritabilité constante. Puis cette sensation que chaque matin était une montagne à gravir juste pour ouvrir la porte du bureau. Mon médecin m'a dit de lever le pied. Mon comptable m'a dit de vendre tant que la boîte valait encore quelque chose. J'ai vendu. Et du jour au lendemain, j'étais plus personne. Pas de femme à la maison pour amortir le choc. J'avais enchaîné les relations toute ma vie adulte, jamais plus de 2 ans, parfois à peine quelques mois. Une ex m'avait dit un jour quelque chose qui m'avait marqué au fer rouge. Tu aimes l'idée d'être amoureux plus que les femmes elles-mêmes. Je l'avais trouvé injuste à l'époque. Avec le recul, elle avait probablement raison. Après la vente de l'entreprise, je vivais de mon épargne et des revenus d'un petit studio que je louais dans le centre-ville. Financièrement, je tenais. Mais émotionnellement, je dérivais. Je me décrivais comme en transition quand on me demandait ce que je faisais. En réalité, je passais mes journées à tourner en rond dans un appartement trop silencieux, à chercher sur Internet des réponses à des questions que je n'arrivais même pas à formuler clairement. C'est à cette période qu'un ami, un certain Marc, expatrié quelque part dans le nord de la Thaïlande, m'a appelé un soir. Marc était parti là-bas quelques années plus tôt, après son propre divorce. Il me parlait de la douceur de vivre, du coût dérisoire de l'existence, du climat, de la nourriture. Et puis, presque en passant, il avait ajouté cette phrase qui s'est plantée dans ma tête comme un clou. Ici, un homme de notre âge, avec un minimum de moyens et de savoir-vivre, il est roi. Les femmes thaïlandaises apprécient des choses que les Françaises ne voient même plus, la galanterie, la générosité, l'attention. Tu serais un autre homme ici, Philippe. Un autre homme. C'est exactement ce que je voulais être. Pas le quinquagénaire fatigué qui avait vendu sa boîte par épuisement et qui regardait la pluie tomber sur Montpellier en se demandant à quoi servaient ses journées. Un autre homme. Quelqu'un de désirable. Quelqu'un d'intéressant. Quelqu'un qui compte. J'ai réservé un billet pour Chiang Mai 3 semaines plus tard. Je me disais que c'était un voyage exploratoire, rien de définitif. Juste pour voir. Juste pour respirer un air différent. Mais au fond de moi, je savais exactement ce que j'allais chercher là-bas. Je cherchais quelqu'un qui me regarderait comme si j'avais de la valeur. Et le problème, quand on cherche ça avec autant de désespoir, c'est qu'on finit toujours par trouver quelqu'un qui est prêt à vous le vendre. Chiang Mai m'a frappé comme une gifle de chaleur et de couleur dès la sortie de l'aéroport. L'air était lourd, saturé d'humidité, chargé d'une odeur que je n'arrivais pas à identifier, un mélange de jasmin,
de nourriture grillée et de gaz d'échappement qui auraient dû être désagréables, mais qui, dans mon état d'esprit de l'époque, me semblaient exotiques et prometteurs. Le chauffeur du taxi m'a souri en prenant ma valise, et ce simple sourire, un sourire de politesse professionnelle, rien de plus m'a donné l'impression d'être accueilli. Bienvenue. C'est pathétique à dire, mais à Montpellier, personne ne me souriait comme ça. Les premiers jours, j'ai fait ce que font tous les nouveaux arrivants. Les temples dorés, dont les flèches perçant le ciel bleu. Les marchés de nuit où les étals débordent de soieries, de sculptures en bois, de plats que je ne connaissais pas et que je goûtais un par un assis sur des tabourets en plastique au milieu de familles thaïlandaises. Le quartier de Niman, avec ses cafés branchés, ses galeries d'art, ses boutiques de créateurs. J'envoyais des photos à Marc en lui disant que je comprenais pourquoi il ne voulait plus rentrer. Tout me semblait plus vivant ici. Plus coloré, plus simple. Je me sentais léger pour la première fois depuis la vente de l'entreprise. C'est le 5e jour, dans un café du quartier de Niman, justement, que je l'ai vu pour la première fois. Elle était assise seule à une table près de la fenêtre, un livre ouvert devant elle, un vrai livre, pas un téléphone. Elle portait un chemisier blanc à col, une jupe qui lui arrivait aux genoux, et des lunettes à monture fine qui lui donnaient un air sérieux, presque studieux. Rien dans son apparence ne correspondait à l'image que j'avais que tout le monde a de la femme thaïlandaise qui cible les étrangers. Pas de maquillage excessif, pas de tenue provocante. Pas de regard aguicheur lancé dans ma direction, elle lisait, simplement. Et c'est précisément pour ça que je me suis approché. Parce que dans ma tête, une femme qui lit un livre dans un café n'est pas une femme dangereuse. C'est une femme intéressante. Je me suis assis à la table voisine et j'ai commandé un café. Au bout de quelques minutes, j'ai fait ce que je fais toujours quand une femme m'intimide, j'ai fait de l'humour. J'ai désigné son livre et j'ai dit, dans un anglais approximatif, que j'espérais que c'était un bon livre parce que le café ici avait besoin d'une distraction. Elle a levé les yeux et elle a souri. Pas un grand sourire, pas un rire forcé, un sourire doux, légèrement surpris, comme si elle n'avait pas l'habitude qu'on lui adresse la parole. Puis elle m'a répondu en français. Un français hésitant, trébuchant, avec un accent qui transformait chaque mot en quelque chose de chantant et de fragile. Elle m'a dit qu'elle apprenait le français depuis quelques mois, qu'elle aimait la sonorité de la langue, qu'elle avait toujours rêvé de visiter la Provence, elle s'appelait Ploy. Mon cœur a fait quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. C'était pas de l'attirance physique, enfin, pas seulement. C'était ce sentiment vertigineux de tomber sur quelqu'un d'inattendu. Une Thaïlandaise qui parlait français, qui lisait dans un café, qui ne me regardait pas comme un portefeuille ambulant, mais comme un être humain intéressant. En 10 minutes de conversation, je m'étais déjà raconté une histoire complète dans ma tête. J'avais déjà décidé que cette rencontre était spéciale, que Ploy était différente, que le hasard m'avait mis sur son chemin pour une raison. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que chaque détail de cette scène avait été orchestré avec la précision d'une mise en scène théâtrale. Le livre, les lunettes, le chemisier sobre, le français hésitant, la table près de la fenêtre dans ce café précis du quartier que fréquentaient les expatriés et les touristes occidentaux. Rien n'était un hasard. Tout était un piège. Et je venais d'y poser les 2 pieds en souriant. Les jours qui ont suivi cette première rencontre ont été parmi les plus beaux de ma vie. Je dis ça sans ironie. Je sais aujourd'hui que tout était faux, calculé, répété, mais sur le moment, c'était réel pour moi. Et c'est ça le plus cruel dans ce type d'arnaque. Les souvenirs sont vrais même quand les sentiments de l'autre ne l'étaient pas. Ploy et moi vont passer chaque journée ensemble pendant les 2 semaines suivantes. Elle m'attendait chaque matin dans le hall de mon hôtel avec ce même sourire doux, cette même attention tranquille qui me donnait l'impression d'être le centre de son univers. Elle me posait des questions, des dizaines de questions, sur mon entreprise, sur la climatisation, sur ce que ça faisait de diriger des employés, de gérer des chantiers, de négocier avec des fournisseurs, des questions que personne ne m'avait posées depuis des années. À Montpellier, quand je disais que j'avais vendu ma boîte, les gens changeaient de sujet. Ici, avec Ploy, mon passé professionnel devenait une épopée fascinante. Tu as vraiment construit tout ça tout seul ? Elle me posait cette question avec de grands yeux, la tête légèrement penchée, et chaque fois je sentais ma poitrine se gonfler d'une fierté que je croyais éteinte. Comment tu faisais pour gérer autant de responsabilités ? Et je me lançais dans des récits détaillés de mes journées de patron, embellissant à peine, et elle m'écoutait comme si je racontais la conquête d'un empire. Les femmes en France ne réalisent pas la chance qu'elles ont quand un homme comme toi les choisit. Cette phrase-là, elle me l'a dite un soir en me regardant droit dans les yeux, et j'ai failli en perdre la parole. Personne ne m'avait jamais dit ça. Personne n'avait jamais sous-entendu que j'étais un prix à gagner plutôt qu'un compromis à accepter.
Ce que je ne comprenais pas, c'est que Ploy ajustait chacune de ses réactions en temps réel. Quand je mentionnais ma solitude après la vente de l'entreprise, elle posait sa main sur la mienne avec une douceur calculée. Quand j'évoquais un succès passé, elle écarquillait les yeux avec une admiration parfaitement dosée. Jamais trop pour paraître artificielle, jamais trop peu pour que je me sente ignoré. Elle avait un don pour trouver la note exacte. Ou plutôt, elle avait une méthode. Une méthode qu'elle avait perfectionnée au fil des années, d'un poste à l'autre, d'un homme à l'autre. Mais ça, je ne le saurais que bien plus tard. Elle me montrait Chiang Mai comme si elle me montrait son propre cœur. Les petits restaurants cachés dans des ruelles où les touristes ne vont jamais, avec leurs tables bancales et leurs ventilateurs fatigués, leur nourriture tellement épicée que j'en pleurais pendant qu'elle riait en me tendant du riz. Les temples couchés du soleil, quand la lumière orange fait briller les toits dorés et que l'air devient presque respirable. Les marchés du matin où elle choisissait des fruits dont je ne connaissais même pas le nom et me les faisait goûter en me regardant comme si ma réaction était la chose la plus importante au monde. J'étais en train de tomber amoureux, pas lentement, pas prudemment, j'étais en chute libre, sans filet, sans même l'envie de regarder en bas pour voir où j'allais atterrir. Avant la fin de la 2e semaine, elle avait emménagé dans ma chambre d'hôtel. C'était pas planifié, du moins pas de mon côté. Elle était restée dormir une nuit, puis 2, puis elle avait apporté une petite valise, juste quelques affaires pour ne pas avoir à rentrer chez elle à l'autre bout de la ville. Elle cuisinait dans la petite kitchenette de la chambre des plats thaïlandais parfumés dont l'odeur imprégnait les rideaux et les draps. Elle repassait mes chemises le matin sans que je le lui demande. Quand je descendais simplement acheter une bouteille d'eau à la supérette au coin de la rue, elle m'envoyait un message tendre avant même que j'aie atteint le rez-de-chaussée. J'ai appelé Marc un soir pour lui raconter, j'étais tellement excité que je parlais trop vite, que je m'embrouillais dans les mots. J'ai rencontré une femme extraordinaire, Marc. Pas du tout comme ce qu'on imagine. Elle est éduquée, discrète, elle travaille dans un hôtel, elle lit des livres, elle parle un peu français. C'est une vraie personne, pas un cliché. Marc a marqué une pause. Puis il a dit, fais attention quand même. J'ai trouvé la remarque insultante, condescendante. Comme si Marc pensait que je n'étais pas capable de faire la différence entre une relation sincère et un piège. Je ne lui ai plus parlé de Ploy après ce coup de téléphone. Et c'est exactement ce que Ploy voulait, que je m'isole de toute voix extérieure qui aurait pu briser l'enchantement. 1 mois après notre rencontre, Ploy m'a proposé de rencontrer sa famille. Elle en a parlé un soir, allongée contre moi dans la chambre d'hôtel, avec cette voix douce et hésitante qu'elle prenait quand elle voulait me donner l'impression que quelque chose comptait vraiment pour elle. Ma famille vit dans l'Isan, c'est loin de Chiang Mai. Ma mère aimerait te rencontrer, mais je comprendrais si tu trouves que c'est trop tôt. Trop tôt. Comme si j'allais refuser. Comme si un homme qui se sent invisible depuis des années allait dire non à la possibilité d'être présenté à une famille, d'être officiellement reconnu comme quelqu'un qui compte dans la vie d'une femme. J'ai dit oui immédiatement. Le voyage a été organisé par le frère de Ploy, un certain Kit Isaac, un jeune homme silencieux au visage fermé qui conduisait un vieux pick-up bruyant. La route depuis Chiang Mai a duré plusieurs heures, à travers des paysages qui changeaient progressivement les montagnes verdoyantes du nord, laissant place à des plaines immenses, des rizières à perte de vue, des villages de maisons en bois sur pilotis, avec des chiens endormis sous les vérandas et des enfants qui jouaient pieds nus dans la poussière rouge. C'était magnifique dans sa simplicité, authentique, humble, exactement l'image que Ploy voulait ancrer dans mon esprit, celle d'une famille modeste, travailleuse, honnête, qui n'avait rien à cacher. La maison familiale était petite, en bois et en tôle, entourée d'un jardin où des poules picoraient librement. La mère de Ploy, une femme minuscule au visage ridé par le soleil, est sortie en m'apercevant et a joint les mains dans un geste de respect solennel. Ploy m'avait expliqué la signification de cette salutation, l'accueil, la considération. Puis les choses se sont accélérées. Des cousins sont apparus, une tante, un oncle qui tenait un petit commerce, quelqu'un a passé un collier de fleurs autour de mon cou, on m'a fait asseoir à une table couverte de plats faits maison, du riz gluant, du poulet grillé mariné dans des herbes que je ne connaissais pas, une salade de papaye tellement pimentée que j'ai senti mon visage prendre feu. Tout le monde riait, pas de moi, mais avec moi. On me servait sans arrêt. On me souriait comme si j'étais un invité d'honneur. À un moment, la mère de Ploy a pris mes mains dans les siennes. Elle a prononcé quelques mots en thaïlandais, d'une voix émue, en me regardant dans les yeux. Ploy s'est tournée vers moi pour traduire. Elle dit que tu as un bon cœur et qu'elle est heureuse que sa fille ait enfin trouvé un homme bien. Ce soir-là, seul dans la salle de bain de la petite chambre qu'on m'avait préparée, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Je me sentais enfin accepté quelque part. Enfin reconnu. Enfin un membre de quelque chose de plus grand que ma petite vie solitaire de Montpellier. Ce que je ne savais pas, c'est que cette cérémonie d'accueil était un investissement. Chaque sourire, chaque plat, chaque mot, traduit par Ploy, avait un objectif précis, faire en sorte que je ne finance pas une femme mais une famille. Ma famille, celle à laquelle j'appartenais désormais. Et quand on appartient à une famille,
Euh, on ne refuse pas d'aider quand elle a besoin. De retour à Chiang Mai après la visite dans l'Isan, quelque chose avait changé dans la dynamique entre Ploy et moi. Pas en surface, tout était pareil, les mêmes gestes tendres, les mêmes conversations, la même douceur quotidienne. Mais en profondeur, un glissement s'était opéré. Je n'étais plus simplement un homme amoureux d'une femme. J'étais devenu le pilier d'une structure, le pourvoyeur, l'homme sur lequel une famille entière comptait. Et ce rôle me convenait parfaitement parce que c'était exactement le rôle que j'avais toujours voulu jouer. Un soir, quelques jours après notre retour, Ploy m'a parlé de quelque chose qu'elle qualifiait de rêve. Un rêve qu'elle n'avait jamais osé partager avec personne. Elle voulait ouvrir un café, boutique, dans le quartier touristique de Chiang Mai. Un endroit chaleureux, accueillant, qui vendrait du café artisanal de qualité et des produits locaux de l'Isan, des tissus, des épices, des objets faits main. Elle avait des idées précises. Le décor serait un mélange de bois naturel et de touches modernes. Le menu proposerait des boissons inspirées des saveurs thaïlandaises, café au lait de coco, thé à la citronnelle, mélange glacé aux fruits tropicaux. Elle avait même un nom en tête. Elle m'a montré des photos sur son téléphone, un local commercial disponible dans une rue passante avec une grande vitrine et un espace suffisant pour installer une dizaine de tables. Mais c'est juste un rêve, a-t-elle ajouté en baissant les yeux comme quelqu'un qui regrette d'en avoir trop dit, je n'aurai jamais les moyens. J'ai répondu exactement ce qu'elle attendait. Les mots sont sortis avant même que j'aie le temps de réfléchir. Et si on le faisait ensemble? Le visage de Ploy s'est illuminé. Pas d'un éclat théâtral d'une lueur contenue, incrédule, comme si elle n'osait pas croire à ce qu'elle entendait. Tu ferais ça? Pour nous? Et dans ce nous, j'ai entendu tout ce que je voulais entendre. Un avenir? Un projet commun? Une raison de rester en Thaïlande qui n'était pas seulement une femme, mais une vie entière à construire. Les choses se sont mises en place rapidement. Trop rapidement, avec le recul, mais sur le moment, la vitesse me semblait normale, logique, excitante même. Ploy avait un contact pour le local, un ami nommé Prawit, qui tenait un commerce de téléphonie dans le quartier et qui connaissait le propriétaire. Le dépôt de garantie était de 4000 €. J'ai payé sans hésiter. Puis sont venus les travaux de rénovation. Ploy m'envoyait des photos à chaque étape des ouvriers en train de casser un mur, des plans dessinés à la main sur du papier quadrillé, des échantillons de tissu pour les rideaux et les coussins des banquettes. Premier versement pour les travaux, 2500 €, puis un deuxième, 3000 €, puis un troisième quand les coûts imprévus se sont accumulés un problème de plomberie, une mise aux normes électriques. L'achat du matériel est venu ensuite. Une machine à préparer les boissons chaudes de qualité professionnelle. Ploy avait fait des recherches. Elle m'envoyait des comparatifs, des avis de professionnels, du mobilier en bois, sur mesure commandé un artisan local, de la vaisselle artisanale, de la décoration murale, 5000 € supplémentaires, puis les frais administratifs, les licences commerciales en Thaïlande, les inspections sanitaires, les permis de toutes sortes. 2000 € dispersés en versements que Ploy effectuait via sa cousine Ratana, qu'elle présentait comme la comptable du projet, parce que c'est plus simple pour les formalités si c'est un compte thaïlandais. J'envoyais l'argent par virement international. Chaque fois, je recevais un message de remerciement accompagné de photos, de mises à jour, de petits détails qui rendaient le projet tangible et réel. Un dessin provisoire affiché sur un mur de chantier. Un échantillon de café torréfié par un fournisseur local. Un essai de menu écrit à la main sur un carnet. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir depuis la France où j'étais rentré entre-temps, c'est que le local commercial appartenait à Prawit, le complice. Que les travaux photographiés étaient une mise en scène, que le mobilier visible sur les images avait été emprunté pour quelques heures à un véritable café du quartier avant d'être restitué, que les ouvriers sur les photos travaillaient sur un chantier complètement différent. En parallèle, je continuais d'envoyer environ 800 € par mois à Ploy pour le quotidien et la gestion du chantier. Le loyer de son appartement, la nourriture, les déplacements, pour superviser les travaux. Chaque virement me semblait logique, nécessaire, temporaire. Le café allait ouvrir bientôt. L'investissement allait commencer à porter ses fruits. Et surtout, je finançais notre avenir. Pas une aumône, pas une aide à sens unique. Un projet commun, notre projet. Les mois passaient et le café n'ouvrait pas. Il y avait toujours une raison. Un retard de livraison du mobilier. Un problème avec la licence commerciale qui nécessitait un document supplémentaire, l'inspection sanitaire repoussée parce que l'inspecteur était en déplacement. Ploy me rassurait avec cette patience douce qui était devenue sa marque. Bientôt mon cœur, bientôt. En Thaïlande, les choses prennent du temps. C'est pas comme en France. Il faut de la patience. Et je prenais patience. Parce que j'avais pas le choix. Remettre en question le café, c'était remettre en question Ploy. Et remettre en question Ploy, c'était remettre en question les 6 derniers mois de ma vie, les dizaines de milliers d'euros que j'avais investis, la décision de quitter Montpellier, le rêve d'une nouvelle existence sous le soleil thaïlandais. Le coût psychologique du doute était trop élevé, alors je ne doutais pas. Mais le doute, même quand on refuse de le nommer, laisse des traces.
Il s'insinue dans les gestes du quotidien. Je me surprenais à relire les anciens messages de Ploy en cherchant des incohérences, à vérifier les horaires auxquels elle m'écrivait pour savoir si elle était bien chez elle quand elle disait y être, à agrandir les photos du chantier sur mon écran d'ordinateur, pour essayer de lire les inscriptions sur les murs ou de deviner si les outils visibles correspondaient aux travaux décrits. C'était absurde, je n'y connaissais rien en construction thaïlandaise. Mais mon cerveau cherchait, malgré moi, ce que mon cœur refusait d'admettre. Il y avait aussi les nuits. Ces longues nuits de Montpellier où le décalage horaire avec la Thaïlande transformait chaque silence de Ploy en gouffre d'angoisse. Si elle ne répondait pas à un message entre 10 à 9h et 22h de Chiang Mai, mon imagination s'emballait. Où était-elle? Avec qui? Faisait-elle avec un autre homme exactement ce qu'elle faisait avec moi? Les mêmes repas, les mêmes mots, la même comédie d'intimité? Je chassais ses pensées comme on chasse une mouche. Elle revenait toujours. J'ai réservé un deuxième séjour à Chiang Mai. Cette fois, je voulais voir le café de mes propres yeux. Ploy m'a accueilli à l'aéroport avec le même sourire, la même tendresse, le même bonheur apparent de me retrouver. Les premiers jours se sont déroulés comme lors de mon premier voyage restaurant, temple, promenade dans le marché de nuit, soirée dans la chambre d'hôtel où elle se blottissait contre moi en me parlant de l'avenir. Mais quand j'ai demandé à visiter le café, les choses se sont compliquées. Le premier jour, Ploy a dit que Prawit avait les clés et qu'il n'était pas disponible. Le deuxième jour, il y avait apparemment des travaux de voirie dans la rue qui rendaient l'accès difficile. Le troisième jour, les ouvriers n'étaient pas là et elle ne voulait pas que je voie l'endroit en désordre, parce que ça ne reflétait pas la vision finale. 3 jours d'excuses et j'ai accepté chacune d'entre elles. Parce que Ploy ne me les présentait pas comme des excuses, elle me les présentait comme des attentions. Je veux que tu découvres notre café quand il sera parfait, pas comme ça, pas à moitié fini. Tu mérites de voir le résultat final. Le 4e jour, j'ai insisté, fermement, pas avec colère, mais avec cette obstination polie qui est la seule forme de résistance que je m'autorisais avec elle. Ploy a soupiré, a souri et m'a dit « D'accord, viens, je vais te montrer au moins l'extérieur. » Elle m'a emmené dans une rue du quartier touristique. Il y avait effectivement un local en chantier, avec des bâches en plastique sur les vitres et du matériel de construction visible à travers les interstices. La porte était fermée. L'entrepreneur a les clés. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais regarde cette ici. Notre café. J'ai pris une photo devant la façade. Je l'ai envoyée à Marc avec le message « Notre futur café ». J'étais fier, ému. J'imaginais déjà le jour de l'ouverture, les premiers clients, l'odeur du café frais dans notre boutique. Ce que je n'ai pas remarqué, ou plutôt ce que j'ai remarqué sans vouloir l'admettre, c'est que le nom inscrit sur la devanture provisoire ne correspondait pas au nom que Ploy et moi avions choisi ensemble. Il y avait un mot en thaïlandais que je ne pouvais pas lire, mais le style des caractères, la couleur, rien ne ressemblait au dessin que Ploy m'avait envoyé en photo quelques semaines plus tôt. Mon cerveau a enregistré l'incohérence, et mon cœur l'a immédiatement classé dans le dossier « pas important ». J'ai aussi remarqué, sans y attacher d'importance, que Ploy n'avait salué personne dans la rue. Aucun commerçant voisin, aucun ouvrier, aucun passant ne l'avait reconnu ou interpellé. Pour une femme censée superviser un chantier dans cette rue depuis des mois, elle semblait aussi étrangère au quartier que moi. Mais encore une fois, j'ai pas posé la question. Poser la question, c'était risquer d'entendre la réponse. C'est arrivé un soir de la 2e semaine de mon 2e séjour, un de ces soirs humides de Chiang Mai où l'air est tellement épais qu'on a l'impression de respirer à travers un tissu mouillé. Les grillons chantaient dehors avec une intensité presque agressive et l'odeur des frangipaniers montait depuis le jardin de l'hôtel à travers la fenêtre entr'ouverte. Ploy était sorti acheter quelque chose au marché de nuit. J'étais seul dans la chambre, allongé sur le lit, quand j'ai réalisé que j'avais besoin de vérifier un courriel. Mon téléphone était en charge dans la salle de bain et l'ordinateur portable de Ploy était posé sur le bureau, ouvert, l'écran en veille. Je l'ai réveillé sans y penser. L'écran s'est allumé sur une page que j'ai pas comprise tout de suite. C'était une messagerie en ligne. Et il y avait une conversation ouverte. La photo de l'interlocuteur montrait un homme d'une 50aine d'années, souriant sous un chapeau à large bord, avec un bronzage prononcé et des rides de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au soleil. Il s'appelait Bruce, il vivait à Melbourne, en Australie. J'ai commencé à lire les messages et chaque ligne que je lisais me brûlait un peu plus. Les mots que je voyais sur cet écran, les mêmes termes affectueux, les mêmes déclarations, les mêmes promesses, c'était exactement les mêmes que Ploy m'adressait à moi. La même tendresse, la même admiration, la même manière de faire sentir à un homme qu'il est unique, irremplaçable, le centre de son univers. J'ai lu pendant 20 minutes.
figé, les yeux fixes sur l'écran, le cœur battant tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les messages n'étaient pas anciens, ils étaient récents. Certains dataient de la semaine précédente, pendant que j'étais là, avec elle, dans cette même chambre. Bruce lui envoyait de l'argent régulièrement pour un projet différent du mien, une maison d'hôte, dans le nord du pays. Mais la mécanique était identique. Les photos de chantier, les excuses sur les retards, les remerciements larmoyants, les mots d'amour. J'ai remarqué autre chose en parcourant ces échanges. Le ton de Ploy avec Bruce n'était pas exactement le même qu'avec moi. Avec moi, elle jouait la femme cultivée, discrète, qui parlait de livres et de projets d'avenir. Avec Bruce, elle était plus enjouée, plus espiègle, plus physique dans ses descriptions. Elle lui envoyait des photos d'elle, en tenue décontractée, souriante devant des paysages, avec des commentaires légers et des petits mots affectueux en thaïlandais. Deux personnages différents, deux performances adaptées à deux publics différents. Elle avait étudié chacun de nous séparément, identifié ce que nous cherchions, et elle livrait sur mesure. Pour moi, l'admiration intellectuelle. Pour Bruce, la chaleur spontanée. Le même produit, deux emballages distincts. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Ploy était de retour. J'ai fermé l'écran de l'ordinateur d'un geste réflexe aussi rapide et aussi honteux que si c'était moi qui avais quelque chose à cacher. Elle est entrée avec un sac du marché de nuit, souriante, et m'a demandé si j'avais faim. J'ai dit oui, j'ai rien dit d'autre, j'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le noir, Ploy endormi à côté de moi, j'ai passé des heures à essayer de faire tenir ensemble deux réalités incompatibles. Celle que je venais de découvrir Ploy menait une double vie, peut être une triple vie, avec d'autres hommes comme moi, d'autres étrangers solitaires qui finançaient d'autres projets fictifs, et celle dans laquelle j'avais investi tout ce que j'avais émotionnellement, financièrement, existentiellement. Admettre la première réalité revenait à détruire la seconde. Et la seconde, c'était tout ce qui me restait. Le lendemain matin, j'ai essayé d'en parler, pas frontalement, j'en étais pas capable. J'ai tourné autour. J'ai demandé à Plo si elle avait des amis étrangers avec qui elle gardait contact. Son visage n'a pas bougé d'un millimètre. Elle m'a répondu que non, pas vraiment, quelques anciens collègues de l'hôtel de Wayne, mais rien de significatif. J'ai insisté, un peu plus. J'ai mentionné que j'avais vu un nom sur son ordinateur, un certain Bruce. Là, ses yeux ont changé. Pas de panique, quelque chose de plus subtil, un recalcul, comme un joueur d'échecs qui voit un coup imprévu mais qui a déjà trois réponses prêtes, et puis les larmes sont venues, pas d'un coup, progressivement, les yeux qui brillent, la lèvre inférieure qui tremble, la voix qui se brise. Bruce est un homme qui m'a aidé avant que je te rencontre. Il m'envoyait un peu d'argent quand ma famille avait des problèmes. Je ne lui parle plus vraiment, juste par politesse, parce qu'il a été gentil avec moi et que je veux pas être ingrate. Les messages que tu as vus sont anciens. Ils n'étaient pas anciens. Je le savais. J'avais vu les dates. Mais elle pleurait. Et quand Ploy pleurait, toute ma capacité de raisonnement s'effondrait. Elle s'est serrée contre moi. Tu es le seul homme dans ma vie, Philippe. Le seul. Elle répétait ces mots thaïlandais qu'elle utilisait dans nos moments intimes, des mots que je ne comprenais pas vraiment, mais dont la sonorité seule suffisait à me faire baisser les armes. « Est-ce que tu me crois ?» Elle a demandé, le visage enfoui dans mon cou. J'ai dit oui. Pas parce que je la croyais, pas parce que son explication tenait debout. J'ai dit oui parce que ne pas la croire aurait signifié accepter que j'avais été un imbécile, que les dizaines de milliers d'euros étaient perdus, que le café n'existait pas, que l'amour n'existait pas, que je n'étais pas l'homme exceptionnel qu'elle avait vu en moi, dans ce café de Nîmes. J'étais juste un quinquagénaire solitaire qu'une femme de 31 ans avait manipulé avec une facilité humiliante. Le coût de la vérité était trop élevé. Alors j'ai choisi le mensonge, et 2 jours plus tard, j'ai envoyé un nouveau virement pour les dernières finitions du café. Mais quelque chose s'était fissuré à l'intérieur, imperceptiblement, comme une fêlure dans un mur porteur invisible à l'œil nu, mais structurel. Je me suis surpris, dans les jours qui ont suivi, à observer Ploy différemment. Pas avec suspicion ouverte, plutôt avec une hypervigilance muette honteuse que je m'efforçais de dissimuler sous la même tendresse qu'avant. Je notais les moments où elle s'éloignait avec son téléphone. Les sourires qu'elle adressait à l'écran quand elle pensait que je ne regardais pas. Les petites absences 20 minutes au marché qui se transformaient en 45, une course rapide qui nécessitait étrangement de prendre son sac à main complet. Je ne disais rien. Mais je comptais, je chronométrais. Je me détestais de le faire, et je ne pouvais pas m'en empêcher. De retour en France, j'ai repris ma vie de Montpellier, comme si rien n'avait changé. Les mêmes matins silencieux dans mon appartement, les mêmes promenades sans destination, le même téléphone que je vérifiais toutes les 10 minutes en espérant un message de Ploy, mais les messages avaient changé. Panton, le ton était toujours le même, tendre, affectueux, ponctué de ces petits mots en thaïlandais qu'elle glissait dans nos conversations. Ce qui avait changé, c'était la fréquence,
Là où elle m'écrivait 10 fois par jour, hein, pendant mon premier séjour, elle m'écrivait désormais 3 fois, puis 2. Puis parfois, une seule fois, tard le soir, un message bref qui disait simplement que sa journée avait été longue et qu'elle pensait à moi. L'ouverture du café était sans cesse repoussée, les raisons étaient toujours différentes, mais le résultat était toujours le même pas encore. La licence commerciale bloquée à cause d'un changement de réglementation municipale, l'inspection sanitaire reportée parce que l'inspecteur avait été muté, un problème avec le fournisseur de café qui n'avait pas livré la bonne quantité. Chaque excuse était plausible prise individuellement. C'est seulement quand on les mettait bout à bout qu'elles formaient un mur impénétrable de mensonges. J'ai demandé des photos récentes du chantier. Ploy m'a envoyé une image floue d'un intérieur vide des murs, nu, un sol en ciment, aucun meuble, aucun équipement. Tout a été temporairement déplacé pour l'inspection sanitaire, m'a-t-elle expliqué. Ils exigent que le local soit vide pour vérifier les installations. On remettra tout en place après. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Un local vide, pas de machine professionnelle, pas de mobilier en bois sur mesure, pas de décoration murale, pas de rideaux ou tissus soigneusement choisis, rien de ce pour quoi j'avais payé. Quelque chose en moi savait. Quelque chose en moi avait probablement toujours su, depuis le nom sur la devanture qui ne correspondait pas, depuis les messages de Bruce sur l'écran, depuis les 3 jours d'excuses, pour ne pas visiter le local. Mais savoir et accepter sont 2 choses complètement différentes. J'ai essayé une dernière chose avant d'envoyer le message qui allait tout faire basculer. J'ai contacté un ancien collègue qui avait des relations dans le secteur de la restauration en Asie du Sud-Est. Je lui ai demandé, aussi discrètement que possible, s'il connaissait quelqu'un à Chiang Mai qui pourrait me renseigner sur un local commercial dans telle rue, à tel numéro. Il m'a rappelé 3 jours plus tard. Le local en question, m'a-t-il dit, était vide depuis plus de 2 ans. Personne n'y avait fait de travaux récemment. Le propriétaire vivait à Bangkok et n'avait signé aucun bail depuis la dernière location qui avait pris fin bien avant mon premier voyage en Thaïlande. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé pendant 1 heure sans bouger. Puis j'ai envoyé un message à Ploy, un message simple, direct, qui ne ressemblait pas aux mots tendres habituels. Je lui ai demandé de m'appeler en vidéo depuis l'intérieur du café. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, si le café existait, si les travaux avançaient, si notre projet était réel, alors elle pouvait me le montrer. Un appel vidéo. Quelques minutes. C'est tout ce que je demandais. Le message a été lu. La coche bleue s'est affichée presque immédiatement. Puis rien. Pas de réponse. Pas d'excuses. Pas de larmes. Rien. J'ai attendu 1 heure. 2 heures. 6 heures. Toute la nuit. Le lendemain, j'ai rappelé. Son numéro thaïlandais avait été désactivé. J'ai ouvert son profil sur le réseau social. Disparu. Son compte de messagerie. Désactivé. Chaque trace de Ploy Watanashai s'effaçait de ma vie numérique comme si quelqu'un passait méthodiquement une gomme sur chaque point de contact qu'elle avait jamais eu avec moi. En l'espace de 24 heures, la femme avec qui j'avais partagé des mois de ma vie, à qui j'avais confié mon argent, mes rêves et ma solitude, avait cessé d'exister. Les premiers jours après sa disparition, j'ai pas compris. Ou plutôt, je refusais de comprendre. Je me suis inventé des scénarios. Peut être que son téléphone avait été volé. Peut être qu'il y avait un problème technique avec les réseaux en Thaïlande. Peut être que son ancien compagnon avait réapparu et qu'elle avait peur. Je m'accrochais à n'importe quelle explication qui me permettait de ne pas affronter l'évidence. J'ai même envisagé de reprendre l'avion pour Chiang Mai, de la chercher dans les rues, de retourner au café de Niman, de me rendre chez sa famille dans Lisan. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de réservation pendant une demi-heure avant que la lucidité finisse par me rattraper. Aller chercher quoi ? Une femme qui n'existe pas ? Une famille qui jouait la comédie ? Un café qui n'a jamais été rénové ? Puis 1 semaine a passé, puis 2, et le silence est devenu assourdissant. C'est la nuit, dans mon appartement de Montpellier, que la vérité m'a rattrapé. Pas comme un éclair de lucidité, plutôt comme une noyade, lente, graduelle, l'eau qui monte centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer. J'ai commencé à retracer chaque étape, la rencontre dans le café trop parfaite, le livre, les lunettes, le français approximatif trop calibré, l'admiration sans faille trop constante, la famille dans Lisan trop accueillante, le projet de café trop bien présenté, les retards trop systématiques, les messages de Bruce trop similaires aux miens. Chaque souvenir que je retournais dans ma tête révélait une couture que je n'avais pas vue sur le moment. Chaque moment de bonheur portait en filigrane le dessin d'une manipulation. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à additionner. Le dépôt de garantie du local, les 3 versements pour les travaux, le matériel et le mobilier, les frais administratifs,
les virements mensuels pendant presque un an, le voyage dans l'Isan avec les cadeaux et les repas, le téléphone neuf, l'ordinateur portable, les vêtements et les bijoux que j'avais offerts à Ploy, les 2 billets d'avion et les frais de séjour pour mes voyages. 36 500 €. J'ai fixé ce chiffre pendant longtemps. 36 500 €. C'était pas une fortune au sens où certains hommes perdent des centaines de milliers dans ce type d'arnaque. Mais pour moi, c'était énorme. C'était mon filet de sécurité. C'était la différence entre une retraite confortable et une vieillesse anxieuse. Et au-delà de l'argent, il y avait le coût invisible. La confiance pulvérisée, l'estime de soi en ruine, la honte, cette honte massive, suffocante, qui m'empêchait de raconter la vérité à qui que ce soit. Quand Marc m'a demandé des nouvelles du café, j'ai répondu que le projet n'avait pas abouti pour des raisons administratives thaïlandaises. Quand ma sœur m'a demandé pourquoi j'avais l'air fatigué au téléphone, j'ai dit que c'était le décalage horaire de mon dernier voyage. Quand mon ancien comptable m'a demandé pourquoi je voulais vendre mon studio locatif, j'ai inventé un projet d'investissement en France. Personne ne connaît la vérité complète. Personne ne sait que Philippe Darcourt, ancien chef d'entreprise, homme qui se croyait trop intelligent pour tomber dans un piège, a envoyé 36 500 € à une femme qui tenait un carnet où elle notait ses préférences, ses peurs et ses faiblesses, et qui ne buvait jamais d'alcool parce qu'elle avait besoin de garder l'esprit clair pour son travail. Parce que c'était un travail, pas de la passion, pas de l'amour. Un travail froid, méthodique et parfaitement exécuté. J'ai dû vendre mon studio locatif. C'est cette décision qui m'a fait le plus mal, plus que la disparition de Ploy, plus que l'addition finale, plus que la honte. Parce que ce studio, c'était ma sécurité, mon matelas. Le seul revenu qui me permettait de vivre sans angoisse pendant que je cherchais quoi faire de la suite de ma vie. Après la vente, j'avais récupéré assez pour combler le trou dans mes finances, mais plus de revenus complémentaires, plus de filets. Juste mon épargne restante, que je surveille désormais avec une anxiété quotidienne, en calculant mentalement combien de mois, combien d'années il me reste avant de devoir trouver un autre moyen de vivre. À 58 ans, sans entreprise, sans projet, sans personne à qui raconter pourquoi. L'insomnie est arrivée presque immédiatement. Pas l'insomnie ordinaire, celle où on met du temps à s'endormir, non celle où on se réveille à 3 heures du matin avec le cœur qui cogne et l'estomac noué, et où le cerveau se met en marche comme un moteur lancé à pleine puissance, repassant en boucle les mêmes images. Le sourire de Ploy dans le café. La photo de la façade qui était pas le bon lieu. Les messages de Bruce sur l'écran de l'ordinateur. Le visage de la mère de Ploy quand elle prenait mes mains dans les siennes. Et cette question, toujours la même, qui tourne dans ma tête comme un rat dans une cage. À quel moment exact aurais-je pu m'arrêter? Était-ce le premier café offert dans le quartier de Niemann? Était-ce le premier virement de 4000 €? Était-ce le soir où Marc m'a dit de faire attention et où j'ai choisi de l'ignorer? Ou était-ce le moment où j'ai réservé ce billet d'avion, en sachant au fond de moi que j'allais pas chercher un pays, mais une femme capable de me faire croire que j'étais encore quelqu'un? Mon médecin m'a diagnostiqué des problèmes digestifs liés au stress. Des douleurs abdominales qui vont et viennent sans explication physiologique. Mon corps traduit en langage organique ce que mon esprit refuse de verbaliser. Il m'a posé des questions sur mon mode de vie, mon sommeil, mes sources d'anxiété. J'ai répondu vaguement le stress, la retraite qui approche, des soucis financiers. Il m'a prescrit quelque chose pour l'estomac et m'a recommandé de consulter un psychologue. Je ne l'ai pas fait. Pas encore, parce que consulter un psychologue impliquerait de raconter l'histoire. Toute l'histoire. Et je suis pas prêt. Ce que je sais, c'est que Ploy n'a pas disparu dans la nature. Elle a simplement changé de cible. L'argent qu'elle m'a pris et qu'elle a pris à Bruce, et probablement à d'autres hommes dont je ne connais même pas l'existence, a été réinvesti. Un terrain constructible près de Khon Kaen, enregistré au nom de sa mère, un commerce de vêtements en ligne qu'elle a ouvert avec les fonds de ses victimes, un vrai commerce cette fois, fonctionnel, rentable, bâti sur les ruines de nos illusions. Son frère Kitizak conduit un véhicule neuf maintenant. Prawit, le complice au commerce de téléphonie qui servait de façade pour le local fantôme, a touché sa commission et reste disponible pour la prochaine opération. Et Bruce, l'Australien au chapeau de soleil, continue probablement d'envoyer de l'argent pour une maison d'hôtes qui n'existera jamais. La machine continue de tourner. Elle tourne en ce moment même, pendant que vous écoutez cette histoire. Quelque part en Thaïlande, un homme est assis en face d'une femme qui porte des lunettes dont elle n'a pas besoin et il se dit qu'elle est différente des autres. J'ai supprimé toutes les photos de Ploy de mon téléphone. Les restaurants, les temples, les couchers de soleil, les portraits où nous sourions comme deux personnes heureuses, tout effacé.
Mais il y a une chose que je n'ai pas réussi à supprimer. Les captures d'écran de la conversation entre Ploy et Bruce, je les ai gardées, je les relis parfois, tard le soir, quand l'insomnie me tient éveillé et que mon cerveau a besoin de se punir. Je relis les mots qu'elle écrivait à Bruce, les mêmes mots qu'elle m'écrivait à moi. La même tendresse, les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Et chaque fois, je ressens la même douleur au même endroit, juste sous le sternum, comme un poing fermé qui appuie sans relâcher. Je relis pas ces messages pour comprendre. Je comprends déjà depuis longtemps. Je les relis pour me rappeler que j'ai pas le droit d'oublier. Que si je m'autorise à oublier la douleur, je risque un jour de m'autoriser à refaire la même erreur. Ce que j'ai compris aussi dans les mois qui ont suivi, c'est que la solitude n'a pas disparu après Ploy. Elle s'est transformée. Avant, ma solitude était un vide neutre, un silence sans contenu. Maintenant, c'est un silence habité. Habité par la honte, par les calculs financiers que je fais chaque matin en me réveillant, par cette voix intérieure qui me répète que j'aurais dû savoir. La solitude d'avant me poussait à chercher quelqu'un. La solitude d'après me pousse à fuir tout le monde. Je refuse les invitations à dîner. Je change de trottoir quand j'aperçois une connaissance dans la rue. Je me suis inscrit, puis désinscrit 3 fois sur un site de rencontre français. Chaque fois, au moment de rédiger ma description, je bloquais sur la même question. Que dire de soi quand on se fait plus confiance? La vérité, c'est que ce que Ploy m'a volé, c'est pas de l'argent. L'argent, ça se remplace. Difficilement, lentement, mais ça se remplace. Ce qu'elle m'a volé, c'est la version de moi que j'avais enfin réussi à aimer, l'homme charismatique qui avait construit une entreprise, l'homme généreux qui aidait une famille, l'homme aimé pour ce qu'il était. Cette version-là n'a jamais existé, elle était son invention, pas la mienne. Et maintenant que le miroir est brisé, je sais plus qui je suis. Je suis un homme de 58 ans qui vit seul dans un appartement de Montpellier et qui n'ose plus faire confiance à personne, ni aux autres, ni à lui-même. Parce que si j'ai pu me tromper à ce point sur Ploy, comment pourrais-je faire confiance à mon propre jugement pour quoi que ce soit d'autre? Il y a quelque chose que je veux dire à ceux qui regardent cette vidéo. Pas un sermon, pas un cours de morale. Juste quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais assis dans ce café de Chiang Mai, le cœur battant, convaincu d'avoir rencontré la femme de ma vie. Le piège ne ressemble jamais à un piège. C'est sa définition même. Si une arnaque ressemblait à une arnaque, personne ne tomberait dedans. Les femmes qui font ce métier, c'est un métier avec des techniques, des stratégies, un savoir-faire, ne portent pas d'écriteau. Elles ne vous abordent pas dans les bars en demandant de l'argent, elles s'assoient dans des cafés avec un livre, elles portent des lunettes, elles parlent votre langue, elles posent des questions sur votre vie et elles écoutent les réponses avec une attention que votre propre famille ne vous accorde plus depuis des années. Et c'est cette attention-là qui est le poison. Parce que quand un homme de 50 ans qui se sent invisible reçoit soudainement l'admiration totale d'une femme belle et jeune, il ne pose pas de questions. Il ne veut pas poser de questions. Il a trop peur que les réponses détruisent la seule chose qui lui donne encore l'impression d'être vivant. Ce que ces femmes adorent chez les étrangers plus âgés, ce n'est ni le charme, ni la maturité, ni la gentillesse. C'est la précision avec laquelle un homme seul transforme son besoin d'être admiré en aveuglement volontaire. L'attractivité dont on parle dans ces classements qui circulent sur la toile, c'est pas celle du séducteur, c'est celle de la cible parfaite. Un homme qui a de l'argent, qui manque d'affection et qui est prêt à payer n'importe quel prix pour sentir à nouveau qu'il existe aux yeux de quelqu'un. Si vous êtes en train de vivre quelque chose de similaire en ce moment, même si vous envoyez de l'argent à quelqu'un que vous avez jamais rencontré ou que vous avez à peine rencontré, si les urgences financières s'accumulent, si les projets n'aboutissent jamais, si vos amis et votre famille vous disent de faire attention et que vous trouvez qu'ils ne comprennent pas alors il est peu, être temps de vous arrêter. Pas de vous arrêter d'aimer, pas de vous arrêter de chercher quelqu'un, mais de vous arrêter assez longtemps pour poser les questions que vous avez peur de poser. Parce que la réponse la plus douloureuse du monde reste moins douloureuse que de se réveiller un jour à 58 ans dans un appartement vide, avec un compte bancaire qui se vide, une insomnie qui ne guérit pas, et les captures d'écran d'une conversation entre la femme que vous aimiez et l'homme qu'elle aimait exactement de la même façon que vous. Je m'appelle Philippe Darcourt. J'ai perdu 36 500 €, un studio et le sommeil. Mais ce que j'ai vraiment perdu, c'est la capacité de me regarder dans une glace sans me demander comment j'ai pu être aussi aveugle. Et le café n'a jamais ouvert. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou si elle ressemble de près ou de loin à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires que la plupart des hommes n'osent jamais raconter. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, envoyez-lui cette vidéo.
ça pourrait changer sa vie. Le café n'a jamais ouvert.